Bonjour tout le monde. Je vous présente le Dr. Crawford. Crawford a grandi dans le plateau central d'Haïti et a reçu son doctorat en médecine de l'Université d'État d'Haïti à Port-au-Prince. Il a ensuite travaillé pour les Amis de la Santé, où il a été pendant 5 ans à la fois directeur des programmes de lutte contre la tuberculose et le sida à l'hôpital Bon Sauveur à Cange et l'hôpital Sainte-Thérèse à Enche. En juin 2013, le Dr. Renard a complété sa formation en médecine interne au Montefiore Medical Center à New York. Il travaille actuellement comme interniste hospitaliste chez St. Elizabeth Physicians dans Kentucky aux États-Unis. Ses intérêts principaux sont dans la santé globale et l'éducation médicale. Il a rejoint le personnel du projet Haiti Medical Education Project en février 2011 et est le président actuel. Bonjour à tout le monde. Merci Amanda pour l'introduction. C'est encore un plaisir pour moi pour participer à cette série hebdomadaire de présentation. Aujourd'hui, je vais parler des causes d'une pathologie, encore d'un symptôme qui est très fréquent, ce sont les douleurs thoraciques. Mais je vais essayer de centrer la présentation sur comment évaluer en général un patient qui se présente avec une douleur thoracique en prenant attention particulièrement sur les causes qui peuvent être létales. Comme objectif de la présentation, je vais essayer de décrire les principales étiologies des douleurs thoraciques et voir comment un clinicien ou encore un médecin qui travaille aux urgences doit aborder un patient qui se présente avec une douleur thoracique. Et comme je le dis, je vais essayer de porter beaucoup plus d'attention sur les causes létales de douleurs thoraciques. Aux États-Unis, la douleur thoracique représente en moyenne entre 5 à 6% de visites aux urgences, et ce qui correspond à environ 10 millions de personnes qui se présentent aux urgences avec comme symptôme ou complainte principale une douleur thoracique. Et la douleur thoracique a une panoplie d'étiologies. Et il y a environ plus de 40 causes qui peuvent, de pathologies qui peuvent entraîner une douleur thoracique comme une symptomatologie principale ou encore peut faire partie d'un groupe de symptômes avec présentation principale ou associée avec la douleur thoracique. Si on devrait catégoriser les douleurs thoraciques, on peut les catégoriser comme des douleurs qui peuvent être létales. Dans ce groupe, on va retrouver principalement le syndrome coronarien, ce qu'on appelle l'acute coronary syndrome. On peut parler de la dissection de l'aorte, l'embolie pulmonaire, le pneumothorax ou encore le pneumothorax avec tension pneumothorax et des fois une péricardite compliquée avec tamponnade péricardique. Dans des cas beaucoup plus obscurs, un patient qui se présente avec le syndrome de Borave peut se présenter avec une douleur thoracique. À chaque fois que vous voyez un patient qui se présente comme symptôme principal, l'estomac m'a fait mal ou encore j'ai une douleur thoracique, il faut toujours penser en termes de pathologies qui peuvent menacer la vie de ce patient à ces 6 différents types de pathologies que je vais essayer brièvement de décrire dans les prochaines slides. Comme des causes qui sont bénignes ou encore qui ne vont pas vraiment menacer la vie de la patiente, on peut les lister, c'est une panoplie. En général, c'est des pathologies musculaires encore qui peuvent affecter le squelette, comme la costochondrite ou encore une péricardite simple, une péricardite virale. Il y a des causes cutanées, encore des causes neurologiques,
ou associés, comme l'herpès zoster. Si vous avez une zone thoracique, le patient peut se présenter avec une douleur thoracique parce que les nerfs intercostaux vont être affectés. Une bronchite aiguë, un patient qui tousse beaucoup avec cette déchirure, une pleurésie peut se présenter avec une douleur thoracique ou encore une douleur pleurétique. Il faut penser avec les cas de piercing au niveau des mamelons. Ceci peut présenter avec des causes de douleur thoracique. Il y a toute une panoplie d'autres causes qui sont non spécifiques, encore des causes qui sont extrathoraciques comme une cholécystite aiguë, une pancréatite aiguë, un ulcère gastrique, des œsophagites. C'est toute une panoplie de pathologies qui peuvent se présenter avec comme symptomatologie principale la douleur thoracique. Ce sont les causes bénignes. Aujourd'hui, notre attention va être prêtée sur les causes qui peuvent être létales. Ce qu'il faut en général pour tout patient qui se présente avec une douleur thoracique, il faut principalement en prendre une bonne histoire et dépendamment de votre localisation. Si vous êtes aux urgences, on va essayer de prêter attention avec des choses qui sont beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus rapides pour arriver dans un bref délai à établir si c'est un patient qu'il faut traiter immédiatement ou encore qu'il y a des risques d'avoir l'une de ces pathologies. Si vous êtes dans votre cabinet, l'approche peut être différente, mais il faut essayer d'avoir une approche en pensant que c'est quelque chose qui est très pressante et en pensant que vous étiez aux urgences et que vous voyez un patient. Donc, il faut faire d'abord une bonne histoire. Donc, l'histoire va vous permettre de catégoriser ces patients. D'abord, il faut demander aux patients des fois de pointer exactement au niveau de votre poitrine ou là où vous avez la douleur. Est-ce que c'est une douleur qui est centrale, substernale? Est-ce que c'est une douleur qui principalement est localisée au niveau de la partie gauche de la poitrine? Est-ce que c'est une douleur qui est localisée au niveau de la partie droite de la poitrine? Donc, la localisation est très importante. Demandez également aux patients de façon générale quels sont les symptômes qui sont associés à cette douleur. Est-ce que vous avez des problèmes pour respirer? Est-ce que vous avez de la nausée, encore des sueurs profuses? Est-ce que c'est une douleur en termes de début ou encore c'est une douleur qui a été débutée de façon soudaine ou encore graduelle? Qu'est-ce qui provoque cette douleur? Quels sont les facteurs qui peuvent améliorer ou encore aggraver la douleur? Est-ce que c'est une position? Est-ce que c'est une douleur qui varie avec les mouvements respiratoires? Est-ce que c'est une douleur qui varie avec les mouvements corporels? Et d'essayer de décrire la qualité. Les patients, et principalement en Haïti, peuvent vous donner n'importe quel symptôme, n'importe quelle description. Des personnes vont vous dire que c'est une douleur que je ressens qui a une forme de déchirure, une sensation de brûlure. J'ai une pression au niveau de la poitrine. J'ai l'impression que j'ai un éléphant qui s'assoit sur ma poitrine. Donc, le patient peut vous donner n'importe quel type de qualité pour pouvoir décrire cette douleur. Ce qui est aussi important, c'est est-ce que c'est une douleur qui est localisée ou encore cette douleur se radie dans d'autres parties du corps. Des douleurs qui peuvent radier au niveau de la partie postérieure du thorax, des douleurs qui se radient au niveau de l'épaule droite. On va surtout penser à une pleurésie ou encore à une cholécystite aiguë, des douleurs qui vont se radier au niveau de la mâchoire, au niveau du bras gauche. Ces genres d'informations sont très importants. Et des fois, on peut toujours demander aux patients d'estimer sur une échelle de 1 à 10, avec 10, c'est une douleur qui est très forte. Est-ce que c'est une douleur qui est légère, modérée ou encore sévère? Et si cette douleur est constante ou encore cette douleur se progresse ou encore s'améliore avec le temps? Est-ce que c'est une douleur qui, en termes de facteurs provoquants, qui s'aggrave avec l'effort ou encore qui s'améliore avec le repos? Donc, l'histoire, de façon très brève, en général pour tous les patients,
c'est surtout de localiser la douleur, d'avoir une idée de sa radiation ou encore des symptômes qui sont associés avec cette douleur. Et on peut toujours faire compléter l'histoire en se posant des questions sur les antécédents médicaux de ce patient. Si c'est un patient qui est diabétique, qui a eu un antécédent d'infarctus du myocarde, si c'est un patient qui a des problèmes psychiatriques comme l'anxiété, il y a des troubles nerveux qui, en termes de psychose, d'anxiété généralisée, qui peuvent se présenter comme un état de panique avec des douleurs thoraciques. Si le patient a eu des chirurgies récentes, des chirurgies pelviques ou encore des chirurgies de la hanche, qui peuvent augmenter le risque de thrombose veineuse profonde. Quel genre de médicaments que le patient prend? Est-ce que c'est un patient qui prend des antihypertenseurs, qui prend des antiplaquettaires? Les facteurs sociaux? Est-ce que c'est un patient qui fume, qui consomme de l'alcool? Et des fois, si vous avez des antécédents de décès cardiaque soudain ou encore des antécédents de thrombose veineuse profonde chez les parents. Tout ceci peut vous informer en termes de catégoriser. Mais ces rangs de détails bien élargis, il faut essayer de les catégoriser, comme je vous le dis, dépendamment si c'est un patient qui se présente dans votre clinique qui est stable ou encore si c'est un patient qui se présente aux urgences et qui est en état de détresse. On va voir comment aborder, on va évaluer un patient aux urgences. Et quand vous faites l'examen physique, il faut regarder rapidement l'apparence du patient. Si c'est un patient qui est en état de détresse, qui a des problèmes pour respirer, ou encore qui a des sueurs profuses, qui apparaît très anxieux, avoir une idée des signes vitaux. Les signes vitaux peuvent vous aider à savoir rapidement si c'est un patient qui est stable, ou encore si c'est un patient qui est instable avec l'hypotension, qui a une hypoxémie, pour lesquels il faut avoir une approche très rapide pour essayer de les stabiliser avec l'approche de ABC, Airway, Breathing and Circulatory, qu'on va essayer de décrire mieux. Rapidement, on peut examiner les poumons à la recherche de wheezing ou encore de râle. Est-ce qu'il y a une diminution des bruits du cœur? Est-ce qu'il y a un tympanisme? On peut regarder les veines jugulaires au niveau du cou. Si ces veines sont très distendues, on peut examiner l'abdomen à la recherche d'un abdomen aigu. En cas de ulcère perforé, des fois, les patients vont se présenter avec une douleur thoracique qui peuvent être le premier symptôme d'une perforation d'un ulcère peptique. Examiner également les membres inférieurs à la recherche d'œdème, à la recherche de douleurs au niveau des molaires. Mais comment aborder un patient avec une douleur thoracique? Si vous êtes aux urgences, l'approche initiale, c'est essayer d'avoir dans votre esprit les pathologies qui peuvent menacer la vie du patient. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout le syndrome coronarien, la dissection aortique et le pneumothorax sous tension et la péricardite associée avec une tamponnade. Et tout patient que vous abordez qui se présente avec une douleur thoracique, il faut penser, ok, ce patient que je vais examiner, dès le regard, est-ce que c'est un patient qui peut respirer? Est-ce que c'est un patient qui a la voie respiratoire qui sont ouvertes? Ou encore comment est la stabilité cardiovasculaire de ce patient? Ici, nous utilisons l'ABC, c'est-à-dire si vous posez au patient des questions pour pouvoir décrire cette douleur, et le patient peut, de façon calme, vous donner des réponses à avoir des troubles respiratoires, vous avez une idée très brève que les voies respiratoires de ce patient sont très ouvertes. Il n'y a pas d'obstruction. Si c'est un patient, vous pouvez examiner rapidement les champs pulmonaires à la recherche de wheezing, à la recherche de mouvements respiratoires, des deux côtés les comparer. Ceci va vous donner une idée rapide. Est-ce que le patient a la capacité de faire ou encore de maintenir les échanges gazeux? Et à la recherche du pouls, très rapidement, même avant d'avoir les signes vitaux, vous pouvez avoir, est-ce que c'est un pouls qui est faible? Si c'est un patient qui est en état de pré-choc ou encore en état de choc, ou encore est-ce que ce sont des pouls qui sont très rapides? Ceci peut vous donner une idée rapidement
comment aborder ce patient juste par l'évaluation de l'ABC. Après avoir évalué l'ABC, non seulement si c'est un patient qui est stable, il faut également sécuriser l'ABC parce qu'il y a des patients qui vont présenter aux urgences qui apparaissent stables et avec le temps, au cours des 10-15 prochaines minutes, si c'est un patient qui a un saignement, si c'est un patient qui a une plaie par balle, ces patients peuvent détériorer très rapidement sous vos yeux. C'est pour cela, non seulement après avoir évalué l'ABC, il faut essayer de sécuriser l'ABC. Ce qu'il faut toujours penser, ce que nous disons ici, c'est surtout d'administrer de l'oxygène à ces patients. Deuxièmement, c'est de faire le monitoring ou encore de contrôler la saturation de l'oxygène de ces patients, si vous avez un oxymètre de pouls. Et il faut placer une voie veineuse parce qu'il y a des patients qui vont nécessiter des solutés. Il y a des patients que, en cas, si vous devriez administrer des médicaments. Et très rapidement, un patient qui se présente avec une douleur thoracique, on va demander de faire un électrocardiogramme ou encore on peut passer ce patient sur un monitorage cardiaque. Donc, non seulement il faut administrer de l'oxygène, il faut placer de l'oxygène, administrer, encore placer un accès veineux et surtout demander un électrocardiogramme pour avoir une évaluation continue de ces patients. Et ces genres de gestes peuvent vous aider à suivre ce patient pendant qu'il s'assoit encore. Vous allez demander d'autres tests et ceci peut vous donner une idée si c'est un patient qui va rester stable ou encore si c'est un patient qui peut rapidement détériorer. De les premières minutes, en approchant le patient, vous allez avoir une idée si c'est un patient qui est en état de détresse, si c'est un patient qui est anxieux, si c'est un patient qui mérite une attention particulière, qui a des problèmes pour maintenir son oxygénation, vous pouvez passer rapidement à une intubation. Si c'est un patient, comment sont les signes vitaux? Est-ce que c'est un patient qui est en état de choc? Ou encore c'est un patient qui a des signes vitaux stables? Est-ce que c'est un patient qui est septique? Si le patient est hypotensif, s'il a une fièvre, s'il a une tachycardie, les signes vitaux vont vous donner une idée rapidement après avoir sécurisé l'oxygène, encore faire le monitorage pour avoir une idée de pour savoir comment aborder ces patients. Également, dans les pays où il y a les ambulanciers peuvent vous donner des informations même avant que le patient arrive aux urgences, ou encore si le patient est accompagné par sa famille, les membres de la famille peuvent vous donner des informations qui sont très utiles, qui vont vous aider à catégoriser ces patients ou encore dans votre approche initiale. Donc, une fois que vous avez une histoire qui est tout à fait brève, vous avez une idée de la respiration encore du système circulatoire du patient, si c'est un patient qui est stable ou pas. On peut toujours, dépendamment là vous êtes, obtenir un électrocardiogramme ou encore une radiographie, si vous avez des radiographies portatives. Ces deux tests peuvent vous aider à catégoriser et également vous donner des informations sur la majorité des causes urgentes que le patient peut présenter. Et une fois que le patient est stabilisé, dans votre esprit, il faut essayer de catégoriser ce patient maintenant que je viens de voir. J'ai une idée de son ABC, j'ai une idée de ses signes vitaux, j'ai une idée de son histoire. Même avant d'obtenir les résultats paracliniques, vous allez pouvoir, avec l'examen physique, l'histoire, ce que vous donnent les membres de la famille ou encore l'électrocardiogramme, vous pouvez arriver rapidement à catégoriser ce patient pour savoir si c'est une douleur qui est plus ou moins musculaire, si c'est une douleur qui est liée à un problème respiratoire ou encore si c'est une douleur qui est liée à un problème cardiaque. Donc déjà, dès l'examen, au niveau de l'évaluation initiale, l'histoire que vous avez obtenue, vous pouvez catégoriser ce patient. Comme je vous l'ai dit, j'allais essayer de centrer la présentation sur les causes létales.
Comme premier cas, si vous avez un homme de 46 ans qui a une histoire de diabète, d'hypertension artérielle et qui est un fumeur, qui arrive aux urgences qui vous dit que j'ai une douleur de la poitrine et j'arrive pas à respirer bien. Donc, c'est un patient qui présente avec une douleur thoracique. Vous avez une idée de son histoire, on voit de ses antécédents médicaux et vous allez penser rapidement au syndrome coronarien. Le syndrome coronarien, c'est le plus important parce que c'est l'une des causes les plus fréquentes de douleurs thoraciques, des causes létales, et ceci doit être l'une des premières pathologies que vous devriez penser. Et il est principalement causé par une diminution du flot sanguin au niveau des artères coronariennes et qui va aboutir à une diminution de l'apport en oxygène au niveau du muscle cardiaque. Et quand on parle de syndrome coronarien, on parle de 3 catégories de syndrome coronarien. C'est le syndrome coronarien avec une élévation du segment ST au niveau de l'électrocardiogramme. Vous pouvez avoir un syndrome coronarien qui n'a pas d'élévation du segment ST, ce qu'on appelle non-ST elevation MI, et vous allez avoir l'angine instable. Donc, ces 3 éléments, ces 3 pathologies font partie du syndrome coronarien. Et l'histoire, si vous avez un patient, comme vous l'avez dit, cet homme de 46 ans avec diabète, hypertension artérielle et qui est un fumeur, vous allez avoir une histoire qui est focalisée. Et dans l'histoire, il y a des éléments dans cette histoire qui ont une valeur prédictive, qui vont vous aider à savoir quelle est la probabilité que ce patient que je vois maintenant être en train de faire un infarctus du myocarde ou encore un infarctus du myocarde. C'est d'abord la présence de douleurs thoraciques. Donc, et en termes de douleurs thoraciques, on va les catégoriser en douleurs thoraciques typiques ou encore de forme atypique. On dit qu'une douleur thoracique est typique si c'est une douleur qui s'associe, qui s'aggrave à l'effort, qui s'améliore avec le repos, ou encore si cette douleur s'améliore avec l'administration de la nitroglycérine, que ce soit en façon sublinguale ou encore par voie intraveineuse. Donc, la douleur peut être typique ou encore il y a des douleurs qui sont atypiques, qu'on va surtout retrouver chez les femmes, chez les personnes âgées, chez les patients diabétiques, qui ne vont pas vous décrire une douleur thoracique qui s'aggrave avec l'effort, s'améliore avec le repos, encore la nitroglycérine. Et principalement, si le symptôme principal que le patient se présente, c'est la douleur thoracique. Non seulement que le patient va présenter avec une douleur thoracique, mais c'est le symptôme principal. Ils vont vous dire que, docteur, moins de douleur dans la poitrine, c'est le symptôme principal. Des fois, la radiation, si c'est une douleur qui se radie au niveau de la joue, au niveau de la mâchoire ou encore au niveau du bras gauche, ces éléments ont une valeur prédictive en termes d'éléments physiques ou encore le mot de l'histoire. Et ce qu'on peut toujours penser, si c'est un patient qui a un antécédent d'infarctus du myocarde. Donc, dès l'histoire, il faut penser à la douleur thoracique comme élément ou encore comme complainte principale, à la radiation de la douleur, ou encore si c'est un patient qui a eu un antécédent d'infarctus du myocarde. Dans l'examen physique du patient, après l'histoire, il y a 4 éléments qu'il faut surtout porter attention et qui ont une valeur prédictive, c'est-à-dire qui vont vous aider à savoir si ce patient a une probabilité d'avoir encore un infarctus du myocarde. C'est l'hypotension. L'hypotension, on va l'obtenir à partir des signes vitaux. Si c'est un patient qui a une sueur profuse, si c'est un patient qui a des râles ou encore qui se complaint de dyspnée à l'effort ou encore des problèmes respiratoires, et si c'est un patient au cours de votre examen, qui va également avoir des galops. Donc, on peut avoir un patient avec insuffisance cardiaque congestive, avec des râles, hypotension, qui peut être le premier symptôme d'un infarctus du myocarde parce que
avec le blocage coronarien, il va avoir une diminution d'apport de l'oxygène au niveau du myocarde et ceci peut aboutir à une défaillance cardiaque qui se présente comme une insuffisance cardiaque congestive, avec des râles, avec une hypotension ou encore avec des râles au niveau de l'examen physique. Donc ces éléments, l'hypotension, les sueurs profuses, les râles ou encore la présence d'un gout peuvent avoir une valeur prédictive pour un patient qui se présente avec une douleur thoracique pour lequel vous pensez que le patient a une insuffisance coronarienne. Et l'élément clé que vous allez obtenir, c'est l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme va vous permettre d'identifier rapidement si c'est un patient qui a un infarctus du myocarde. D'abord, vous allez aller à la recherche d'une élévation du segment ST au niveau de deux endroits contigus. Il peut avoir avec une présentation avec comme un bloc de gauche initial. D'autres éléments que vous pouvez avoir, c'est une dépression du segment ST, des zones T qui sont inversées, qui sont apaisées. Ceux-ci peuvent vous aider à catégoriser les patients en syndrome coronarien avec élévation du segment ST, syndrome coronarien sans élévation du segment ST et d'autres patients qui vont présenter avec un angine instable. Donc, l'électrocardiogramme est un élément clé qui va rapidement vous donner l'information et vous aider à savoir comment prendre en charge ce patient. Et même dans les pays où il y a un service ambulancier, l'électrocardiogramme, même avant l'arrivée à l'hôpital, a une valeur prédictive et peut identifier les patients qui ont une élévation du segment ST parce que les ambulanciers et les personnels de secours peuvent réaliser ce électrocardiogramme dès le transport et ceci peut diminuer la mortalité chez ces patients entre 25 à 35% parce que si l'ambulancier a identifié un ECG qui a une élévation du segment ST, ces ambulanciers vont être en contact avec l'hôpital de façon très rapide. Ils peuvent, que ce soit avec des apps ou encore, des applications encore, peuvent envoyer le CG à l'hôpital. Et ceci, si vous avez un centre où il y a l'accès à la cardiologie interventionnelle, on peut réduire ce qu'on appelle ici DOT ou ballon angioplastie, c'est-à-dire que entre le temps que le patient arrive à l'hôpital ou encore pour commencer avec la cardiologie interventionnelle, ceci va réduire ce temps parce que dès le transport, l'hôpital a été notifié encore, mobilisé, qu'ils vont recevoir un patient qui a une élévation du segment ST. Et ce qui est encore important avec ce transport, c'est les changements que vous allez rencontrer au niveau de l'électrocardiogramme peuvent changer très rapidement entre le premier ECG obtenu par les agents ambulanciers et encore l'autre électrocardiogramme que vous allez obtenir au niveau des urgences. Ceci va vous aider à comparer s'il y a une évolution des changements ou encore des troubles ou encore des éléments que vous allez retrouver au niveau de l'électrocardiogramme. Ceci, c'est un électrocardiogramme que vous allez voir. C'est un patient qui se complaît avec une douleur thoracique. Vous pouvez voir au niveau du segment D1, D2 et AVF, il y a une élévation du segment ST qui en général peut vous indiquer que c'est un patient qui a un syndrome coronarien avec élévation du segment ST, très probablement qui est en train de faire un infarctus du myocarde affectant le territoire inférieur du cœur. Donc, ces gens de patients vont être rapidement acheminés à la salle de caractérisation pour aboutir à une reperfusion adéquate. Si vous n'avez pas accès à la salle de caractérisation, c'est un patient qu'il faut
administrer des antiplaquettes, plaquettaires ou encore administrer des thrombolytiques pour pouvoir essayer de voir de dissoudre ces plaques thrombotiques au niveau des artères coronariennes. Autre chose, si c'est un patient qui a des changements au niveau de l'ECG qui ne sont pas vraiment caractéristiques d'un infarctus du myocarde, ou si vous êtes en doute, on peut toujours demander une radiographie thoracique qui peuvent vous aider à mettre sur la piste d'autres causes qui peuvent aboutir à des troubles au niveau de l'ECG qui ne sont pas pour autant liés à un infarctus du myocarde. Et si vous avez accès aux enzymes cardiaques, on peut toujours demander l'accès aux troponines. Il y a différents types de troponines maintenant qui sont très sensibles et que vous allez répéter entre 0, 2 et à 6 heures pour pouvoir savoir s'il y a un dommage musculaire. Vous espérez qu'il va y avoir une accentuation, une augmentation accrue des valeurs des enzymes cardiaques qui peuvent encore vous aider à différencier ces patients. En général, si vous avez un patient avec un infarctus du myocarde, vous allez surtout penser à administrer aux urgences encore de l'aspirine. On peut toujours administrer de la nitroglycérine qui va essayer d'augmenter le flot coronarien au niveau le flot coronarien. Il faut surtout faire attention à des patients qui ont un infarctus du myocarde au niveau du ventricule droit. Ceci peut aboutir à une hypotension, encore un état de choc si vous administrez de la nitroglycérine de façon rapide. Des fois, c'est controversé. On peut toujours administrer des opiacés comme de la morphine qui va essayer de diminuer le stress au niveau du myocarde, encore le stress chez les patients et réduire la surcharge de catécholamine parce que c'est un patient qui va se présenter avec de la douleur. On peut administrer des agents, des bêta-bloqueurs comme le métoprolol, le carvedilol pour essayer de diminuer la fréquence cardiaque et encore faciliter l'oxygénation du myocarde. Et si vous avez des antiplaquettaires comme le Plavix, vous voulez administrer, ceci peut aboutir à des problèmes si c'est un patient que vous avez administré des antiplaquettaires et après la catétérisation, le patient a plusieurs vaisseaux coronariens qui sont bloqués. Ceci peut aboutir à un délai si c'est un patient qui va nécessiter un pontage coronarien. Donc, la prise en charge va être centrée d'abord avec l'électrocardiogramme. Si c'est un patient qui a une élévation du sigma ST, vous allez référer ce patient à une salle de cathétérisation si vous avez l'accès à un cardiologue interventionnel. Si vous ne l'avez pas, vous allez administrer d'autres médicaments qui vont essayer de réduire la formation de thrombose au niveau des vaisseaux coronariens pour faciliter la perfusion. Mais ici, c'est disponible dans la plupart des hôpitaux, c'est l'accès aux salles de cathétérisation de façon rapide qui va réduire la mortalité chez les patients qui se présentent avec un infarctus du myocarde avec élévation du sigma ST. Un autre cas qu'on peut penser comme cause de pathologie létale qui peuvent aboutir à une présentation comme douleur thoracique, c'est vous avez un homme de 30 ans qui a eu une opération au niveau de son membre inférieur avec placement d'un fixateur interne et 2 semaines après qui se présente avec une douleur thoracique ou encore des troubles respiratoires, des dyspnées. Dans ce genre de cas, il faut surtout penser à l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire qui se présente ici dans environ un patient sur 1500 visites aux urgences aux États-Unis pour des patients qui se présentent avec une douleur thoracique. Environ un de ces patients vont se présenter avec une douleur thoracique. C'est principalement l'obstruction des artères pulmonaires ou encore l'une de ces branches. Et ceci peut être lié à la formation d'un thrombus ou encore d'un caillot sanguin d'une autre partie du corps, principalement dans le système veineux,
qui va se déloger, qui va s'emboliser et s'atterrir au niveau des artères pulmonaires ou encore de l'une de ces branches. Et en la majorité des cas, ces cas de thrombose ou encore ces emboles proviennent des veines profondes au niveau des membres inférieurs. Et ce que vous allez obtenir en termes de symptômes, ce sont des patients qui vont se présenter avec des problèmes respiratoires. Je n'arrive pas à respirer dans plus de 90% des cas. Des patients vont présenter avec une douleur thoracique, le plus souvent c'est une douleur qui est pleurotique dans plus de 66% des cas. Certains patients peuvent se présenter avec une hémoptysie, c'est une embolie pulmonaire qui est massive, et certains patients vont se présenter avec un état de syncope. Il y a une étude qui a été réalisée récemment en Italie, publiée en 2016, et qui a montré que un patient sur 6 qui est hospitalisé pour un syncope, c'est-à-dire une perte de conscience qui est très brève, environ un patient sur 6 vont être diagnostiqués comme avoir une embolie pulmonaire. Donc, l'embolie pulmonaire peut, parmi les causes de syncope, être l'une des pathologies qu'il faut toujours penser. D'autres signes que vous allez retrouver au niveau de vos signes vitaux ou encore au niveau de votre examen physique, c'est une tachycardie, une tachypnée. Le patient peut être hypoxique, ou encore on peut avoir de l'édème ou encore des douleurs au niveau des extrémités inférieures. Et si vous vous rappelez bien, on pense surtout en termes de physiopathologie de l'embolie pulmonaire, il faut surtout penser à la triade de Virchow. Ce sont les cas d'hypercoagulabilité, que ce soit acquise ou encore inhéritée, des problèmes les patients qui ont des cancers, les patients qui sont en train de consommer encore, qui sont passés sous estrogène, des patients qui ont des problèmes génétiques comme la déficience en protéine C ou protéine S ou encore le facteur V Leiden. Ces patients vont être à risque pour avoir des thromboses veineuses ou encore une embolie pulmonaire. La stase veineuse, des patients qui sont alités, qui sont immobilisés pour plus de 48 heures dans les hôpitaux, que ce soit après avoir une chirurgie orthopédique, une chirurgie abdominale, les patients qui ont une pneumonie, les patients qui sont très faibles, qui sont immobilisés, ils vont avoir une stase veineuse. Les patients qui ont des voyages à longue distance, qui n'arrivent pas à maintenir la circulation au niveau des membres inférieurs, cette stase veineuse peut contribuer à la formation de caillots au niveau des membres inférieurs, ou encore les patients qui ont des traumas au niveau des veines à partir d'une chirurgie récente. Donc, il faut toujours penser à ce genre de facteurs qui peuvent augmenter le risque d'avoir une thrombose veineuse. En approchant un patient qui se présente avec une douleur thoracique, on peut toujours utiliser le score de Well qui va vous donner une valeur prédictive pour savoir quels sont parmi les patients qui se présentent aux urgences avec une douleur thoracique, celles qui vont avoir une probabilité pour avoir une thrombose veineuse ou encore une douleur thoracique, une embolie pulmonaire. Donc, on va avoir des patients qui ont des symptômes qui suggèrent une thrombose veineuse. Donc, ces patients vont avoir un score de 3 points. Des patients qui n'ont pas d'autre explication pour expliquer pourquoi ils ont une douleur thoracique, c'est-à-dire ces patients n'ont pas de pneumonie, il n'y a pas de tension pneumothorax, ces patients ne sont pas anxieux, vous n'arrivez pas à trouver une autre cause pour expliquer cette douleur thoracique. Les patients qui ont une tachycardie, une fréquence cardiaque supérieure à 100, ces patients qui ont une immobilisation récente ou encore qui ont eu des chirurgies dans le mois antécédent, des patients qui ont un antécédent de thrombose veineuse ou encore un antécédent d'embolie pulmonaire, les patients qui ont le cancer. Donc, ce score va vous aider à catégoriser les patients. Un patient qui a un score qui est inférieur à 4 a une probabilité qui est très mince pour avoir une embolie pulmonaire, mais tout patient qui a une probabilité qui est supérieure à 4, ces gens de patients, il faut penser qu'ils ont un risque élevé, encore une probabilité qui est beaucoup plus élevée pour avoir une embolie pulmonaire. Donc déjà avec l'histoire, avec l'examen physique, l'utilisation du score de Well va vous permettre à catégoriser parmi ces patients lesquels ont une probabilité d'avoir une embolie pulmonaire.
Pour faire le diagnostic, en fonction de la valeur prédictive de la probabilité, on peut utiliser différents tests. Certains de ces tests peuvent être sensitifs, mais ils ont une valeur spécifique qui sont très réduites. On peut utiliser le didamer, qui est très sensitif, qui va être élevé dans le cas d'embolie pulmonaire, mais qui n'a pas une valeur de spécificité très réduite parce qu'il y a beaucoup d'autres pathologies qui peuvent entraîner une élévation du didamer. La chirurgie elle-même, les cas de trauma, les cas d'infection peuvent augmenter le didamer. Mais ici, on fait le diagnostic principalement, c'est en obtenant une tomographie thoracique avec l'administration de contraste par voie veineuse qui va très rapidement, qui a une sensibilité et une spécificité aux alentours de 95%, et c'est d'identifier l'embolie pulmonaire, principalement l'embolie pulmonaire qui affecte les branches principales des artères pulmonaires et également les branches subséquentes. Si c'est un patient qui a une insuffisance rénale, il faut penser à ne pas administrer le contraste, parce que le contraste peut affecter les reins. On peut toujours passer à la scintigraphie qui peut vous donner une idée ou encore aider à catégoriser ces patients. Donc, obtenir le didamer, dépendamment de l'étiologie, si le didamer est négatif, en général, on ne va pas aboutir à d'autres tests. Si c'est un patient qui avait une probabilité qui est inférieure, qui était mince, mais si c'est un patient qui a une probabilité qui est très élevée par rapport au score de Wald, on va aboutir directement à la tomographie avec l'administration de contraste par voie veineuse. Et une fois le diagnostic établi, le traitement va se faire d'abord avec l'administration d'anticoagulants. On peut utiliser d'abord l'héparine par voie intraveineuse, que ce soit l'héparine qui est fractionnée ou encore non fractionnée. Ici, si c'est une patiente qui a une embolie pulmonaire qui est massive au niveau des branches principales de l'artère pulmonaire et ces patients ont d'autres symptômes comme des états de choc qui sont réfractaires, qui sont les patients qui sont qui ont une hypoxie sévère, les patients qui sont en état de défaillance cardiaque. On peut aboutir à l'administration des fibrinolytiques, des agents qui vont essayer de dissoudre les caillots, ou encore certaines fois on va aboutir à réaliser la thrombectomie par un radiologue interventionnel qui va aller à l'intérieur de l'artère pulmonaire pour pouvoir retirer ces caillots qui obstruent, qui vont bloquer les branches principales des artères pulmonaires. Et si c'est un patient qui est stable après avoir administré de l'héparine, on peut toujours transitionner ce patient, que ce soit avec la coumadine. Mais maintenant ici, on utilise beaucoup des agents anticoagulants nouvelles comme le Xarelto, le Eliquis, le dabigatran, qui vont bloquer différents éléments au niveau de la cascade de coagulation et qui vont avoir les mêmes bénéfices et les mêmes risques. Certains des patients peuvent être exéatés rapidement et certains des médicaments sont très appréciés par les patients parce qu'ils ne vont pas nécessiter un monitorage sanguin pour contrôler l'INA quand ils sont exéatés. Autre cause qu'il faut penser qui peut aboutir à une douleur thoracique, si vous avez un jeune homme de 35 ans qui se présente à une douleur thoracique en forme de déchirure qui se radie, la douleur se radie au niveau de la bague entre les épaules, il faut surtout penser à la dissection aortique. La dissection aortique, c'est l'une des causes de douleur thoracique qui peut être très létale si vous n'arrivez pas à faire le diagnostic à un moment précis. Et ce qui arrive, c'est une déchirure au niveau de l'intima de l'aorte, et cette déchirure va aboutir à une création, à la formation d'un canal au niveau de l'intima et du vaisseau. Et cette dissection peut s'étendre de façon proximale ou encore de façon distale. Et cette dissection va se propager avec les pulsations cardiaques ou encore la pression artérielle. Et la dissection aortique a une distribution bimodale.
qui affectent principalement les jeunes, et ce sont les jeunes qui ont des antécédents de Marfan, qui a une pathologie génétique affectant les collagènes. Donc, comme le vaisseau sanguin contient du collagène, donc ces gens de patients vont être très disposés pour avoir une dissection aortique. Et les personnes âgées, principalement les hommes en dessous de 50 ans, qui ont d'autres facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle, les patients qui utilisent des agents illicites comme la cocaïne, avec la surge, avec une augmentation accrue d'épinéphrine. Ces patients avec une hypertension maligne peuvent aboutir à une déchirure de l'intima de l'aorte et aboutir à une dissection aortique. Il n'est cas très rare, les patients qui ont une syphilis, qui ont été atteints de la syphilis, qui ont de la syphilis tertiaire avec une destruction de l'aorte peuvent aboutir à la dissection aortique. Et la dissection aortique se présente de façon très difficile. Il est très difficile de faire le diagnostic sur une base clinique parce que plus de 85% des patients vont se présenter à une douleur thoracique en forme de déchirure qui se radie au niveau des épaules. Il y a des patients qui vont se présenter avec des états de syncope ou encore des états des troubles neurologiques. Il y a des patients qui vont se présenter avec des pouls qui sont asymétriques. Et ces gens de patients vont avoir, 30% de ces patients peuvent avoir un électrocardiogramme qui sont normaux. D'autres patients peuvent se présenter avec des troubles au niveau de l'ECG qui peuvent être similaires par rapport à un patient qui a un infarctus du myocarde. Vous vous rappelez que les vaisseaux coronariens sortent de l'aorte ascendante. Si vous avez une dissection aortique au niveau de l'aorte ascendante, cette dissection peut affecter l'origine des vaisseaux coronariens et aboutir à une obstruction des vaisseaux encore de l'entrée de ce qu'on appelle l'ostium de l'artère coronaire, et le CG va se présenter avec une élévation du segment ST. Maintenant, vous avez un patient avec une douleur thoracique qui a une élévation du segment ST. Il faut être très prudent pour ne pas confondre ce patient comme un patient qui est en train de faire un infarctus du myocarde. Parce que si vous administrez des agents antiplaquettaires comme de l'aspirine, de l'héparine ou encore des thrombolytiques, ceci peut aggraver la dissection aortique. Ceci peut aboutir à un tamponnade cardiaque et à une rupture aortique et même à aboutir à la mort soudaine de ce patient si vous ratez le diagnostic d'une dissection aortique. Donc, il faut faire très attention que une élévation du segment ST n'est pas toujours liée à un infarctus du myocarde. Donc, l'histoire, les antécédents et des patients qui ont une pathologie de Marfan peuvent vous aider à mettre sur le piste, peuvent vous aider à faire le diagnostic différentiel. Ce que vous pouvez toujours trouver des fois au niveau d'autres paracliniques, des patients des fois au niveau de la radiographie peuvent avoir un élargissement du médiastin. Des patients peuvent avoir une effusion pleurale. Si vous avez accès à un scanner thoracique, le scanner thoracique avec l'administration de contraste, très rapidement, va vous donner et encore vous montrer exactement s'il y a une dissection et également localiser la dissection pour déterminer si c'est une dissection qui a fait principalement l'aorte ascendante ou encore si c'est une dissection qui affecte l'aorte descendante. Des fois, si vous avez accès à une sonographie portative, ceci peut vous donner une idée si c'est un patient qui est en train de faire une tamponnade cardiaque et vous aider à faire, à catégoriser ces patients. Les patients qui ont une dissection aortique, c'est un des patients, principalement une dissection aortique affectant l'aorte ascendant. Il faut impliquer très rapidement un chirurgien thoracique, un chirurgien vasculaire et thoracique, si vous avez accès à ces genres de patients, parce que ces patients peuvent nécessiter d'aller dans la salle d'opération très rapidement pour pouvoir réparer cette dissection encore très rapidement. Il faut toujours penser à contrôler rapidement la pression artérielle, parce que plus la pression artérielle est élevée, c'est plus ce patient va aboutir à un risque beaucoup plus élevé de déchirure continue au niveau de l'aorte.
On peut utiliser des antihypertenseurs en forme par voie intraveineuse pour aboutir à un contrôle rapide de la pression artérielle. Et si vous avez un soin intensif, ces genre de patients nécessitent une évaluation ou encore un monitoring continu parce que ces patients peuvent détériorer très rapidement. Donc, en général, les dissections aortiques ascendantes requièrent une chirurgie thoracique et les dissections aortiques qui impliquent l'aorte descendante principalement peuvent être contrôlées en général à partir d'un traitement médical et avec une surveillance accrue aux soins intensifs. Également, il faut impliquer différents spécialistes pour pouvoir surveiller ces patients. Autre cause qu'il faut penser aux patients qui ont une douleur thoracique. Dans ce cas, c'est un patient de 55 ans qui est alcoolique qui se présente avec un vomissement et des vomissements répétés et une douleur thoracique soudaine. C'est un des cas, il faut penser ce qu'on appelle au syndrome de Boerhaave, qui est une perforation de l'œsophage. En général, ce sont des patients qui vont avoir une histoire de vomissement répété. Les principales causes sont surtout les causes iatrogéniques. Ce sont des patients qui ont récemment eu une endoscopie. Ce sont des patients qui vous venez qui ont un antécédent de placement de tube nasogastrique, qui peuvent des fois aboutir à une perforation. J'ai eu un patient qui a eu des problèmes psychiatriques, qui a avalé des rasoirs, et ceci a abouti à une déchirure au niveau de l'œsophage. Ce patient a eu des vomissements répétés et qui se présentait avec une perforation de l'œsophage. Ce que vous allez surtout penser, c'est les cas de vomissement, des douleurs épigastriques et des douleurs plérétiques, et au niveau, ces patients peuvent très rapidement aboutir à un état de choc septique, et rapidement, on peut au niveau de la radiographie voir qu'il y a un élargissement du médiastin et on peut voir qu'il y a de l'air au niveau du contour du cœur dans la radiographie de face ou encore dans la radiographie de profil. Et ce qu'il faut surtout penser, ce qu'on appelle, c'est la triade de Maclair. Ce sont des patients qui vont avoir des douleurs thoraciques, qui vont y avoir une histoire de vomissement. Et quand vous examinez le patient, vous pouvez percevoir un emphysème sous-cutané. Donc, un patient qui a des douleurs thoraciques, qui a des antécédents de vomissement ou encore au niveau de l'examen physique, vous retrouvez des emphysèmes sous-cutanés, il faut penser à une perforation de l'œsophage. Et ces rangs de patients vont nécessiter, comme on l'avait dit, placer le patient sur oxygène. Il faut faire une monitoring de l'oxygène, placer les voies intraveineuses. Et ces rangs de patients vont nécessiter des antibiotiques et il faut consulter un chirurgien pour pouvoir rapidement aboutir à la réparation chirurgicale. Il faut toujours penser à ces pathologies comme une des causes de pathologies qui peuvent entraîner une douleur thoracique, qui peuvent être létales si vous ne diagnostiquez pas le patient à temps. Et comme dernière cause, on va passer surtout à la péricardite. La péricardite, c'est une inflammation du sac péricardien, c'est-à-dire le sac qui entoure le cœur. C'est une pathologie qui affecte principalement les jeunes ou encore les personnes en âge modéré. C'est une pathologie qui a tendance à récidiver et la mortalité avec la péricardite est environ de 1,1%. Ceci peut présenter un challenge, un problème pour pouvoir faire le diagnostic parce que ces patients vont se présenter avec encore des douleurs thoraciques et il y a d'autres causes de douleurs thoraciques qui vont avoir des similarités avec une péricardite. Dans plus de 90% des cas, on n'arrive pas à trouver une étiologie pour la péricardite. Et dans d'autres cas, ce sont des patients qui vont avoir des antécédents de troubles viraux, d'infections virales. Il y a d'autres pathologies auto-immunes qui peuvent prédisposer le patient à avoir une péricardite, comme le lupus.
Si c'est un patient qui a eu des traumas cardiaques récents, ou encore un patient qui a eu une infarctus du myocarde peut développer une péricardite, ce qu'on appelle le syndrome de Dressler. Il faut penser à ce genre de pathologie. Ce qui est important au niveau de la péricardite, c'est encore l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme dans une péricardite classique va montrer une élévation du segment ST que vous allez rencontrer dans tous les endroits au niveau dans le CG. C'est-à-dire le patient va avoir des segments ST élevés au niveau des segments inférieurs, D1, D2, AVF, de la partie antérieure et également dans les parties latérales de l'électrocardiogramme. Le patient également peut avoir ce qu'on appelle une élévation de l'intervalle PR et avec comme réciprocité une dépression du segment PR dans une forme miroir. Donc, ce TCG classique va se présenter uniquement dans environ un tiers des patients, où vous allez avoir une élévation du segment ST dans tout la partie de l'électrocardiogramme. Encore, c'est une pathologie qui peut se présenter avec une élévation du segment ST qui est différente de l'infarctus du myocarde. L'histoire, des fois, antécédent viral, les pathologies, l'âge du patient peuvent vous aider à faire le diagnostic. En général, le traitement de la péricardite, c'est un traitement qui est conservateur. On va demander au patient de se reposer, l'administration d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, et pour les formes récurrentes, on peut administrer de la colchicine qui est utilisée pour traiter les états de goutte pour pouvoir traiter les péricardites aiguës. En général, les patients vont s'améliorer ou encore être traités, les symptômes disparaissent entre 1 à 2 semaines et dans des cas, des patients vont avoir des récurrences de leur péricardite de façon répétitive. Ce qui est très important à diagnostiquer, c'est la péricardite avec tamponnade qui est associée avec tamponnade. Ceci se voit dans 3% des patients qui ont une péricardite. Il faut surtout penser à la triade de Beck, où vous allez avoir une distension des veines jugulaires, vous allez avoir une diminution des bruits du cœur et le patient va se présenter avec une hypotension. Et cette triade va vous aider à penser à la péricardite, à la tamponnade péricardique. Et cette forme de tamponnade va se présenter principalement chez les patients qui ont une péricardite pyogénique. Si vous avez un antécédent de chirurgie cardiaque et maintenant vous avez une infection au staphylocoque, ces pyogènes rapidement vont aboutir à une inflammation accrue au niveau du péricardium et aboutir à une tamponnade. Les péricardites qui sont liées à la tuberculose, ceci va aboutir à une inflammation accrue de forme exudative. Les péricardites qui sont liées aux pathologies malignes, si vous avez un cancer du poumon, ces genres de cancers peuvent aboutir à des effusions malignes qui sont récurrentes et qui s'accumulent très rapidement et aboutir à la compression du cœur qui empêche au cœur de se relaxer et aboutir au triade de Beck. Et dans les cas, vous avez les péricardites qui sont liés avec les patients qui ont une urémie, c'est-à-dire les patients qui ont une insuffisance rénale aiguë encore chronique, peuvent aboutir à un tamponnade cardiaque qui nécessite, qui est une urgence. Et si vous avez accès à un cardiologue, c'est un échocardiogramme qui va vous montrer au niveau de la partie noire, il y a du liquide qui entoure le myocarde. Et ce liquide va augmenter la pression intrathoracique et réduire la relaxation du cœur. Et ceci va aboutir à une diminution du remplissage cardiaque qui va aboutir lui-même à une réduction du débit cardiaque. Ce sont les patients qui vont avoir une distension des veines jugulaires, une diminution des bruits du cœur et également aboutir à l'hypotension. Donc, ce genre de patient nécessite une péricardiosynthèse pour pouvoir décomprimer le cœur
Et si ce sont des patients qui ont une péricardite avec tamponnade récurrente, des fois, on demande à un cardiologue interventionnel pour pouvoir créer ce qu'on appelle une fenêtre, où ils vont créer une fenêtre qui va faciliter le drainage beaucoup plus rapide du péricardium. C'est comme si vous placez un tube thoracique. On peut également placer ce qu'on appelle une fenêtre au niveau du péricarde pour les patients qui ont des cas de tamponnade ou encore des cas de péricardite avec tamponnade qui sont récurrents pour pouvoir maintenir le drainage de ce liquide qui est en train d'étrangler le cœur. Comme dernier cas et de pathologies qui peuvent être létales en cas de douleur thoracique, c'est si vous avez un jeune homme de 18 ans qui était en train de soulever des poids, encore qui est un athlète, qui est un athlétique, qui se présente avec une douleur thoracique aiguë et avec des dyspnées. Et les signes vitaux, il a une tachycardie, le patient a une hypoxie et il est hypotensif. Et vous l'examinez les poumons, vous percevez qu'il y a une diminution du bruit des poumons au niveau du poumon gauche. Donc, c'est un patient qu'il faut penser surtout à un pneumothorax ou à un pneumothorax sous tension. C'est-à-dire, il y a de l'air qui s'accumule au niveau de la cavité pleurale et ceci peut être lié de façon spontanée ou encore les patients qui ont eu des cas de trauma ou encore un volet costal, des plaies babales. Dans les cas de pneumothorax sous tension spontanée, la majorité des patients vont avoir des problèmes respiratoires, que ce soit l'asthme ou encore des patients qui ont des blèbes ou encore des cicatrices pulmonaires qui peuvent rupturer et cet air va s'accumuler au niveau de l'espace pleural et va comprimer les poumons, aboutir au pneumothorax sous tension. C'est une urgence et le diagnostic se fait de façon clinique. Des fois, on n'a même pas besoin d'attendre l'arrivée d'une radiographie thoracique pour pouvoir traiter ce patient. Et ce patient peut détruire rapidement, aboutir à une insuffisance respiratoire. En général, on va faire la canalisation à l'aiguille, où on va placer une aiguille au niveau de grand calibre, au niveau du deuxième espace intercostal, pour pouvoir relever cette pression négative qui s'engouffre les poumons et aboutir à une réexpansion du thorax. Si vous n'êtes pas confortable à performer ce test qui est diagnostique et également thérapeutique, vous pouvez demander à un médecin qui a une formation aux urgences ou encore à un chirurgien de vous aider de placer cette aiguille, mais il faut penser comme geste urgence des patients qui ont des traumas, des patients qui ont des antécédents d'asthme. Le pneumothorax sous tension mérite une attention spéciale et il faut aboutir à un traitement rapide pour pouvoir décomprimer le poumon ou les poumons qui sont affectés et faciliter le retour des échanges gazeux de ce patient. C'était les principales causes des pathologies qui peuvent présenter comme douleur thoracique. Il faut toujours penser qu'ils peuvent être létales. Ce sont les insuffisances coronariennes, l'embolie pulmonaire, la dissection de l'aorte, la rupture de l'œsophage ou le syndrome de Borag et la péricardite avec tamponnade et en dernier lieu, c'est le pneumothorax sous tension. Je vous remercie pour votre patience. Si vous avez des questions, je suis prêt.